Il y a des voitures françaises dont même les passionnés n'ont jamais entendu parler. Des modèles discrets, parfois croisés dans une vieille revue ou carrément oubliés. Pourtant, ces voitures ont marqué l'histoire à leur manière. Mais faute de contexte, de budget ou juste de timing, elles n'ont jamais eu la lumière qu'elles méritaient. Aujourd'hui, nous allons leur rendre justice. Voici 10 voitures françaises emblématiques et peu connues. Et croyez-moi, celle qui arrive en première place va vous surprendre, voire vous choquer. Regardez bien jusqu'au bout, et si vous pensez à d'autres modèles, dites-le nous en commentaire. C'est parti avec la numéro 10. Numéro 10, Ligier JS2, 1971. Dans les années 70, Guy Ligier a un rêve un peu fou. Créer une GT française capable de rivaliser avec les Porsche, Ferrari ou Lotus. C'est comme ça que naît la JS2, une voiture aussi belle que radicale. Carrosserie en polyester, moteur central, châssis poutre, la fiche technique a tout d'une vraie sportive. Et sous le capot, un V6 Maserati emprunté à la Citroën SM qui peut grimper jusqu'à 195 chevaux pour seulement 980 kg. 250 km/h en pointe et un comportement routier salué par tous ceux qui l'ont essayé. Sur circuit, elle s'illustre même avec une deuxième place aux 24 heures du Mans 1975. Mais en dehors des paddocks, c'est un flop, moins de 90 exemplaires vendus. Le rachat de Citroën par Peugeot coupe l'accès au moteur Maserati. Et l'histoire s'arrête net. Numéro 9, Bugatti Type 101, 1951. Après la guerre, la marque Bugatti tente un dernier sursaut. Ettore est décédé, Jean aussi. En 1951, c'est Roland Bugatti, son fils, qui prend les rênes et lance la Type 101. L'intention est claire, faire revivre l'esprit des Type 57 d'avant-guerre dans une GT raffinée. Le moteur est justement hérité de cette lignée. Il s'agit d'un 8 cylindres en ligne de 3,3 litres double arbre à cam avec jusqu'à 190 chevaux en version suralimentée. La boîte côté à la présélection est un choix technique audacieux pour l'époque, bien plus fluide que la moyenne. Le châssis reste classique et les lignes sont habillées sur mesure par des carrossiers comme Gangloff, Guilloré ou Anthem. 7 exemplaires seulement verront le jour. Trop conservatrice dans un marché qui évolue, la Type 101 échoue à ranimer la flamme. Elle s'éteint alors discrètement, loin des projecteurs. Une ironie quand on sait qu'un des exemplaires a appartenu à Nicolas Cage. Numéro 8, Alpine A610, 1991. Quand Alpine dévoile la A610 en 1991, c'est tout sauf un caprice. C'est une tentative sérieuse de repositionner la marque sur le segment des GT de haut vol. L'architecture reste fidèle à l'ADN Alpine. Un moteur en porte-à-faux arrière, un châssis poutre, une carrosserie en matériaux composites et surtout un aérodynamisme soigné. Le V6 PRV Turbo, poussé à 250 chevaux, permet des performances très respectables. 0 à 100 en 5,7 secondes, vitesse de pointe à 265 km/h. Sur le papier, c'est une rivale crédible à la 911. En réalité, son design trop proche de la GTA précédente, un positionnement tarifaire ambitieux et une communication floue lui coûtent cher. À peine 818 exemplaires sortent des chaînes de Dieppe. C'est néanmoins l'une des meilleures GT françaises des années 90. Effet peu connu, 2 versions A610 ont été fabriquées spécialement pour les JO d'Albertville, livrées en blanc Gardenia. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre équipe de 5 passionnés. Numéro 7, Venturi Coupé 260, 1989. En 1989, Venturi prend un virage décisif avec la Coupé 260. Jusqu'ici, la jeune marque française cherchait sa voie. Là, elle s'attaque frontalement au territoire des Porsche avec un coupé 2 places propulsion, moteur en position centrale arrière et un style acéré. Sous le capot, le fameux V6 PRV, ici poussé à 260 chevaux grâce à un gros travail sur l'alimentation et la gestion moteur. Et comme résultat, un 0 à 100 en 5,2 secondes et 270 km/h en pointe. Le tout dans une caisse de 1200-1250 kg au profil bas et fluide, avec un CX de 0,31. Ce modèle reste marginal, produit à seulement 200 à 250 coupés, toute version. Le modèle 260 probablement entre 100 et 150 exemplaires. Il offrait même une série Atlantique allégée, parrainée par Éric Bernard. Une mécanique que l'histoire n'a pas su retenir, un peu comme notre numéro 6.
Numéro 6, Renault 25 Baccarat, 1988. À la fin des années 80, Renault veut démontrer que le haut de gamme à la française peut rivaliser avec Mercedes ou BMW. Et pour cela, la marque sort la Renault 25 Baccarat. Pas une simple finition luxe, une réelle tentative concrète de marier confort, technologie et élégance dans une berline statutaire. Produite à Sandouville, elle repose sur une plateforme éprouvée, avec des moteurs V6 montés longitudinalement, tous en traction avant. Le modèle Baccarat reçoit une présentation intérieure rare à l'époque. Cuir pleine fleur, loupe d'orme, Alcantara au pavillon, valise intégrée coordonnée à la sellerie, siège à mémoire et suspension pilotée. En version V6 turbo, la Baccarat passe à 205 chevaux avec une boîte auto ou manuelle. Le tout dans un silence de fonctionnement bluffant pour l'époque. Cependant, malgré ses atouts, elle souffre d'une image trop liée au pouvoir politique socialiste, d'une finition parfois hasardeuse et d'un réseau après-vente peu formé au luxe. Cette limousine française finira donc par être vite éclipsée par l'arrivée des grandes allemandes. Numéro 5, Peugeot 504 Coupé, 1969. Quand Peugeot présente la 504 Coupé en 1969, c'est tout sauf un dérivé paresseux de la berline. Le constructeur veut séduire une clientèle bourgeoise plus esthète que pressée. Il confie du coup la ligne à Pininfarina qui la redessine intégralement. Résultat, un long capot plat, un profil tendu, un arrière sculpté et une allure presque italienne. Rien visuellement ne rappelle la berline. Pourtant, sous cette robe élégante, la mécanique reste classique. Propulsion, moteur longitudinal avant, suspension arrière indépendante, 4 freins à disque. Elle commence avec un 1,8 litre injection de 97 chevaux, vite jugé trop mou. Le 2 litres prend le relais, puis le V6 PRV à partir de 1974. Pas moins de 3 séries verront le jour avec des restylages subtils. La version V6 injection grimpe à 144 chevaux. Trop discrète pour le grand public et chère pour les amateurs, elle restera marginale. Elle a quand même brillé en rallye africain, Safari, Bandama, Maroc. Et ce n'est rien comparé au modèle suivant, encore plus audacieux, mais presque totalement effacé de la mémoire collective. Numéro 4, Delahaye type 135, 1935. Quand la Delahaye 135 voit le jour en 1935, la France sort lentement de la crise. L'automobile de luxe peine à survivre, mais Delahaye joue son va-tout, crée une voiture sportive raffinée, capable de briller autant sur route que sur circuit. Sous son long capot, un 6 cylindres en ligne de 3,2 litres à 3,5 litres délivre jusqu'à 120 chevaux selon les versions. Certains modèles allégés flirtent même avec les 185 km/h. Elle dispose d'un châssis souple, d'une boîte Cotal électromagnétique en option et d'une tenue de route remarquable pour l'époque. Ce qui la distingue, c'est une routière de prestige taillée pour la compétition. Elle remporte le Mans en 1938, triomphe au Monte-Carlo, brille à Donington, Brooklands, Marseille. Malgré environ 2500 exemplaires produits, elle reste éclipsée par Bugatti ou Talbot Lago dans l'imaginaire collectif. Et pourtant, quelle œuvre d'art sur roue! Numéro 3, Facel Vega HK500. Quand Facel présente la HK500 en 1958, la France rêve encore de redorer son blason industriel. Ce coupé grand tourisme est la réponse d'un petit constructeur à l'élégance italienne et à la puissance américaine. À l'avant, un monstrueux V8 Chrysler de 5,9 litres à 6,3 litres développe jusqu'à 390 chevaux. À plus de 240 km/h en pointe et un 0 à 100 en 7 secondes 5, elle rivalise avec les meilleurs GT de son époque. La boîte ponte à mousson à 4 rapports et les freins à disque Dunlop sur les 4 roues garantissent un comportement maîtrisé malgré ses 1,6 tonnes. Ce qui la rend emblématique, c'est sa synthèse unique. Un design français pur jus, un intérieur raffiné inspiré de l'aéronautique, une mécanique brute et fiable. Pourquoi est-elle restée dans l'ombre? Prix prohibitif, production confidentielle, réseau commercial inexistant. Même Stirling Moss en possédait une. Numéro 2, Panhard PL17, 1959. La Panhard PL17 arrive à une époque où la France cherche à moderniser son parc automobile avec des modèles innovants et économiques. Panhard, forte de son héritage de la Dyna Z, veut offrir une voiture légère, aérodynamique et pratique, capable d'allier sobriété et performance. Son moteur bicylindre à plat refroidi par air, de moins de 850 cm3, développe environ 42 chevaux.
Cependant, grâce à un châssis très léger et une aérodynamique travaillée, un CX de 0,26 remarquable pour l'époque, la PL17 atteint 145 km/h. Sa traction avant, sa boîte manuelle à 4 rapports et sa caisse monocoque lui garantissent une maniabilité précise et un confort inhabituel dans cette catégorie. Elle est emblématique par son audace technique et son efficience mécanique, une vraie réponse avant-gardiste à la motorisation urbaine et périurbaine. Malgré plus de 166 000 exemplaires fabriqués, elle reste peu connue, éclipsée par les succès commerciaux de Renault ou Citroën. Sa silhouette originale, entre modernisme et classicisme, et sa participation victorieuse au Rallye Monte-Carlo 1961 mérite qu'on s'y attarde, où elle a obtenu un triplé avec Maurice Martin et Roger Bateau en première place. Allez, on passe maintenant au numéro 1 du classement. Numéro 1, Citroën SM, 1970. La Citroën SM, c'est la tentative de Citroën pour manier luxe, sport et innovation dans un grand coupé hors norme. Lancée en 1970, elle combine un moteur Maserati V6 de 2,7 litres à l'avant, une traction avant très rare pour une GT et une ligne ultra fluide avec haillons. C'est une voiture qui ne ressemble à rien d'autre à l'époque et c'est volontaire. 178 chevaux en version injection, suspension hydropneumatique de l'ADS, train avant ultra sophistiqué. La SM offre un confort impérial, une tenue de route exceptionnelle et une conduite étonnamment précise. Son gros défaut, une mécanique italienne capricieuse, un entretien compliqué et un réseau Citroën peu formé. Finalement, elle restera méconnue malgré son incroyable potentiel. Léonid Brejnev lui-même en reçut une, offerte par Pompidou, symbole de prestige à la française. Voilà, c'était notre top 10 des voitures françaises les plus emblématiques que même les Français ne connaissent pas. Si vous en avez d'autres en tête, dites-le nous en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve très vite dans le garage français.